Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors pour ce numéro, Jean-Yves, on va revenir sur la cérémonie des Bobards d'Or. Et puis notre dossier de la semaine sera consacré à Macron qui, vous le verrez, cherche à faire peur en agitant la menace de la guerre sous les yeux de nos compatriotes. Il dit que non. C'est la réponse qu'il a fait au JDD, vous allez voir dans quelques instants. Mais toute la presse joue pourtant sur ce même registre. On n'oubliera pas bien sûr les pastilles de l'information, le portrait piquant de cette semaine qui est consacré à Salomé Saké. Et puis, avant de partir, je vous le rappelle, comme à chaque fois, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, c'est essentiel pour le référencement de cette émission. Et puis, regardez si vous êtes bien abonné, si ce n'est pas le cas, faites-le, ça vous permettra d'avoir les notifications pour les magazines de TVL. Et nous, on va pouvoir y aller juste après la virgule. On se retrouve. Jean-Yves, notre image de la semaine, je le disais, c'est la cérémonie des Bobards d'Or. Il y a eu un article du JDD, il y a eu également un article chez nos amis de Boulevard Voltaire. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur cette cérémonie et surtout sur les grands vainqueurs ? Surtout féliciter les grands vainqueurs, bien sûr. Une fois de plus, c'est pas la première fois, l'AFP décroche le Bobard d'Or pour un Bobard assez ignoble en fait. C'est pas un bobard drôle, c'est un bobard ignoble dans lequel ils avaient sali Matisse, un jeune homme de 15 ans poignardé par un migrant afghan l'AFP avait sali la mémoire de ce jeune homme qui avait été tué, qui avait été présenté comme responsable de la bagarre. Donc, après tout, c'est normal s'il avait été tué pour racisme. Et donc, ce jeune homme a été tué 2 fois. Une fois par ce migrant afghan et une fois par les médias et par l'AFP. Parce que, et je dis par les médias, parce qu'un bobard de l'AFP, ça vaut 1000 bobards, puisque tout le monde reproduit la même information ou le même mensonge. Et puis, il y a le bobard olympique remporté... Bobard d'argent, remporté par France Télévisions et Le Monde. Vous savez, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il y avait une scène sur la scène précisément, et donc les médias s'étaient extasiés de cette scène un peu blasphématoire par rapport à la religion catholique, avant d'expliquer ensuite, notamment Le Monde, mais non, pas du tout, ça ne visait pas la scène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ, mais le festin de Bacchus. Et donc on avait dans un premier temps, c'est un blasphème fantastique, et dans un deuxième temps, mais non, pas du tout, c'est pas ça. Voilà, alors bravo à ces deux médias. Et puis, enfin, on a un média, un bobard de bronze, partagé par Elisabeth Borne et France Télévisions, puisque Elisabeth Borne avait sorti une ineptie absolue, à savoir si le budget n'est pas voté, la carte vitale ne fonctionnera plus, on ne pourra plus payer les retraites. Et la télévision n'avait pas, les journalistes qui étaient en face d'elle, n'avaient pas dit non, c'est pas possible, il n'y avait eu aucune maîtrise de l'antenne, en l'occurrence, parce que Madame Borne, on respecte fortement ce qu'elle dit, ça c'est le bobard d'argent. Le bobard de bronze, pardon. Le bobard de bronze, bien sûr. Il y a eu un bobard qui a été sauvé par le jury, qui a été sauvé d'ailleurs par moi. C'était mon bobard préféré, je crois. C'est Arte Junior, vous vous en souvenez, on vous en avait parlé dans Immédiat, qui avait fait tout un magazine pour expliquer aux enfants qui était le grand méchant Donald Trump qui venait d'être élu et qui serait son grand méchant gouvernement. Et je trouve qu'un bobard à destination des enfants
ça vaut aussi d'une certaine façon 1000 bobards, Jean-Yves, parce que ça fabrique ensuite des adultes crédules. Et ça, c'est terrible pour l'intelligence naturelle qu'ont les enfants. C'est-à-dire que si on les exploite de cette façon, en leur racontant n'importe quoi, eh bien, on fabrique ensuite les êtres de demain dociles. Ben, c'est le but. Et c'est le but. Et puis, il ne faut pas oublier le Baillon d'Or. Le Baillon d'Or pour l'Arcom, oui, le Baillon d'Or pour l'Arcom, qui le mérite amplement avec ces pressions de censure sur les médias et l'interdiction du principal média, de la principale chaîne de télévision sur la TNT, C8, un Baillon d'Or amplement mérité par le président Hajdari et le directeur général Alban de Nervaux, dont on sera amené à reparler assez régulièrement. Eh bien, écoutez, maintenant, place au dossier du jour. Et puis, bien sûr, on vous donne rendez-vous pour l'édition des Bobards d'Or de l'année prochaine, chers téléspectateurs. Le JDD a produit cet article. Macron face à Poutine, l'Élysée assume de vouloir faire peur. Belliqueux, le président français assume de souligner la menace d'une guerre et joue sur la surenchère avec le président russe. Faire peur, c'est entre guillemets dans l'article du JDD parce que ce sont vraisemblablement des propos off qui ont été repris par le JDD et il y a eu un énorme démenti, une énorme campagne de dénigrement du JDD. Je vous cite par exemple cet article du Huffington Post. L'Élysée dément ses propos rapportés par le JDD en plein virage pro-russe des médias Bolloré. Alors là voilà, ça permet d'exclure directement le JDD des médias corrects si on dit que c'est un média pro-russe qui est en plein virage. Pure Média avait repris également ce démenti en signifiant que ce n'était ni l'expression ni l'intention du président Emmanuel Macron. Le communiqué de l'Élysée, le voici, c'est un tweet. La présidence de la République dément avoir employé les termes faire peur, qui lui sont prêtés dans l'édition du jour du JDD. Et puis, il concluait ce message en disant que le moment exige lucidité, patriotisme et sens de l'unité nationale. Jean-Yves, comme c'est beau. Mais c'est beau. Le terme n'a pas été employé, mais vous avez sans doute un commentaire. La réalité, c'est qu'on cherche à faire peur par une série d'émissions où on parle en permanence de la menace russe, comme si les chars russes allaient arriver sur les Champs-Élysées, ce qui n'est pas très sérieux. Le président Poutine a rappelé effectivement que les chars russes, à l'époque, c'était pas des chars, étaient venus sur les Champs-Élysées en 1814, à la chute de Napoléon, alors que les troupes françaises étaient allées au préalable à Moscou. Ce n'est évidemment pas la situation actuelle, ni de près, ni de loin. Alors, Les Échos reprend cette idée de la bataille de communication entre deux pôles. En France, les dangers de l'autre guerre. Et le sous-texte est très intéressant. Les extrêmes et des personnalités comme François Fillon, vous vous en souvenez, on en parlait la semaine dernière, et Hervé Morin pensent que la menace russe est surjouée. Donc, c'est exactement ce que vous venez de dire. Donc, on est catégorisé dans cette Oui, alors dans cette je pense quand même que c'est important. Morin est un ancien ministre de la Défense. Fillon est un ancien Premier ministre. Ce sont quand même des hommes qui ont eu des responsabilités. Je voudrais simplement dire une chose par rapport à la menace russe. Voilà. J'habiterais un pays balte, je serais peut-être inquiet, parce que les pays baltes sont à proximité, petits, 5 millions d'habitants en tout, à proximité immédiate de la Russie, et avec une population d'origine russe, d'anciens immigrés d'ailleurs, de 25%. Donc je peux comprendre que les pays baltes soient inquiets, mais a priori ils sont sous le parapluie OTAN, mais faire peur aux Français, ça n'est pas sérieux, et je ne suis pas absolument sûr que les Français soient tout à fait prêts à mourir pour Tallinn ou Riga, qui sont de très belles villes, mais dont je ne suis pas sûr non plus que beaucoup de Français seraient capables de les placer sur la carte. Alors pourtant, la presse prépare bien cette opinion, Jean-Yves, et vous allez le voir par cette rapide revue de presse qu'on peut faire. Il y a des dizaines et des dizaines d'articles sur le sujet de l'économie de guerre notamment. Alors, seriez-vous prêt à travailler 36 heures par semaine pour l'économie de guerre ?
Il y a également la CPME qui propose des solutions pour financer l'économie de guerre. La CPME, Jean-Yves, vous me disiez tout à l'heure que c'est le comité des petites et des moyennes entreprises. Donc tout le monde s'y met. Vous voyez, il n'y a pas que les médias. On a également carrément des propositions sur la fin du débat sur la retraite à 64 ans, comme c'est commode, par économie de guerre, bien sûr. On arrêterait ce débat-là. On continuerait aussi avec l'épargne, le grand emprunt. Comment est-ce que le gouvernement veut financer cette économie de guerre? C'est le mot-clé du moment, hein, vraiment. Il faudrait peut-être créer aussi un livret A militaire en France, nous demande la Dépêche. L'info du jour nous indique qu'il y aura peut-être menace sur l'épargne des Français. Ça, c'est aussi très important à souligner. Peut-être qu'on va se servir directement dans cette épargne des Français. Et puis surtout, il y a cette question: faut-il rétablir le service militaire? Et cette question donc du service militaire, elle touche carrément la France, mais les médias vont plus loin. Il faudrait le retour du service militaire en Europe aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un sondage vient de paraître, évidemment. Comme les sondages arrivent au bon moment, Jean-Yves, vous avez hâte de commenter cette information, je le vois. Une majorité de Français, nous indique-t-on, 61%, se dit favorable au retour d'un service militaire obligatoire. Donc, c'est pas du tout plus détaillé que ça. Il faut noter quand même que plus l'âge augmente, plus les gens sont prêts. C'est-à-dire qu'à 72% des plus de 65 ans sont pour. C'est à 43% actuellement là pour les 18-24 ans, qui serait quand même un peu plus dans la marge des gens concernés. Ce sondage, d'où vient-il? Nous dit Le Figaro, du Centre de réflexion Destin commun. Et alors là, Jean-Yves, vous avez quelque chose à dire? Alors, plusieurs choses. D'abord, Le Figaro, comme toujours, fait de la désinformation, comme souvent, pas comme toujours, comme souvent fait de la désinformation, parce que ce qu'il appelle le Centre de réflexion Destin commun, c'est une officine immigrationniste financée par Soros. Voilà. Et on présente ça comme un centre de réflexion. Bon. La directrice, Laurence Denervaux. Alors, c'est intéressant de voir que le sondage a été commandé par Ouest France à Destin commun, dont vous indiquez que la directrice est Laurence Denervaux. La femme d'Alban Denervaux. La femme d'Alban Denervaux, le directeur général de l'Arcom. L'Arcom qui a donné une fréquence sur la TNT à Ouest France. Oh. Vous voyez, tout ce petit monde s'envoie des services. Et madame reçoit des commandes de Ouest France qui a obtenu une faveur de monsieur. C'est quand même un joli petit monde que celui du conformisme à la fois bellicisme, immigrationniste et de l'extrême centre. Alors évidemment, il faut beaucoup se méfier sur la qualité de ce sondage. On ne savait pas d'ailleurs que ce Destin commun était un institut de sondage. On ne sait pas trop comment le sondage a été fait, mais c'est intéressant parce que si vous voulez, il y a une campagne des médias expliquant il y a une menace russe, il va falloir réarmer, il va falloir rétablir le service militaire. Et il y a un sondage qui vient confirmer cela, qui est lui-même repris, amplifié. Donc vous voyez, là encore, on est en boucle. Tout ça, c'est une machine en boucle. C'est une machine de propagande assez efficace, il faut bien le dire, puisque l'opinion finit par croire ce qu'on lui raconte, très souvent. Alors, je vous propose de regarder notamment un reportage de TF1, l'armée française face à la menace, c'était au JT, on le regarde tout de suite. Assaut, en avant. Le président Poutine a choisi la guerre. On vit dans un monde dans lequel il y a des gens qui veulent s'opposer à nous. Tout le monde se replie sur bâbord. C'est à nos portes maintenant. Ce qui nous amène à repenser évidemment notre modèle d'armée. L'Ukraine, c'était un révélateur de nos faiblesses. Alors là, c'est un clip de propagande, oui. Ne serait-ce que par la musique angoissante. C'est un clip de propagande, voilà. Ce n'est plus de l'information. Alors, bon, on sait bien que c'est la logique de guerre.
c'est la propagande, bien sûr. C'est quand même extraordinaire. Je vous propose maintenant de regarder BFM, un petit extrait du moins, qui faisait une soirée spéciale lundi 10, les Français face à la menace. Et vous verrez, il y a justement des Français un peu lambda, comme vous et moi, qui sont dans le public. Et ils ne pensent pas toujours comme la doxa le voudrait. La liberté, ça le gagne, pardon. Pour avoir la paix, il faut l'incarner. Et que je trouve qu'on est un petit peu dans un discours assez orwellien, c'est-à-dire que le sens des mots est inversé. Et je trouve que c'est un petit peu de la manipulation émotionnelle. On nous dit toute la journée que l'Union européenne, c'est la paix, etc. Mais en fait, pour avoir la paix, on passe... C'est ce qu'Emmanuel Macron disait d'ailleurs lors de son allocution. Il ne parle pas de la paix, il parle d'un chemin vers la paix. Qui passerait éventuellement par préparer la guerre et par la guerre. Et par se réarmer. Et par se réarmer, etc. Moi, je trouve que c'est un petit peu de la manipulation émotionnelle, en fait. Puisqu'on joue avec notre sentiment d'espoir de la paix. Et d'ailleurs, je pense que... Pourquoi personne ne veut parler de paix, en fait? Exactement. Pourquoi personne ne veut aller mener des pourparlers comme le font les Américains? Moi, je suis contre les personnes qui sont prêtes à accepter une guerre sans pour autant la faire eux-mêmes. Je pense qu'il faut penser à la cohésion que constitue cette menace militaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, la France va s'aimer elle-même. Ils vont s'aimer. Regardez tous ces témoignages de jeunes qui sont au fond disposés à s'engager. C'est formidable, ça. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas. On pensait qu'aux loisirs, aux vacances et aller à l'étranger se dorer la pilule aux Bermudes. Et ben maintenant, tout d'un coup, il y a un autre objectif qui va nous réunir. Et qui veut dire, on s'achètera pas moins de pantalons, on achètera un seul au lieu de 3. Alors, c'est assez amusant parce que cette femme qui a comme référence les Bahamas, où chacun va passer ses vacances, évidemment, porte une veste Courrèges à 890 €. Et puis, elle explique que c'est formidable de parler de la guerre parce que ça va faire l'unité nationale. On est dans un discours d'instrumentalisation. Voilà. En revanche, la jeune fille au début s'en laisse pas compter. Alors la jeune fille au début, elle a déjà réfléchi. Elle a déjà réfléchi. Elle ne s'en laisse pas compter et elle démarque bien la propagande. Bon, on peut dire de ce point de vue-là que c'est intéressant de l'avoir laissé parler. Bien sûr, bien sûr. On va continuer ces extraits vidéo, si vous le voulez bien, chers téléspectateurs, avec peut-être LCI et Darius Rochebain. Vous verrez, ils parlent assez légèrement de destruction de villes entières. C'est vraiment, c'est-à-dire que là, oui, effectivement, vous aurez des villes entières françaises qui seront détruites. Oui, même si c'est très théorique, est-on prêt à sacrifier Lyon ou Marseille ou je sais pas quoi pour Vierzon. Chacun est libre de citer la ville qui veut. Pardon pour les habitants, vraiment, il n'y a rien contre. C'est là où se trouve le bon centre des impôts. Ah ben voilà. D'accord, on apprend de bête. C'est votre inspecteur du fisc. Voilà. C'est pas bien, Michel Toupet. C'est de la dissuasion que vous faites. Alors, veut-on sacrifier Vierzon pour sauver Cracovie? Voilà, ça paraît un peu ridicule. Ce qui est ridicule, Jean-Yves, pardon. On parle de la guerre nucléaire en rigolant. Enfin, ces gens-là sont. Puis on voit la priorité de ce monsieur, quand même. C'est son centre des impôts. C'est pas la priorité de tout le monde. Non. Malheureusement. En société, a produit récemment pas moins de 3 vidéos qui ont été repartagées sur sa chaîne YouTube sur la guerre. La France est-elle prête à se mobiliser face à la Russie? Comment préparer l'Europe à de nouvelles guerres? Reportage comment les Finlandais se préparent à la guerre avec la Russie. Ça y est, c'est acté dans la tête de ces gens. En société, Jean-Yves, c'est donc sur France 5, produit par Renaud Le Kim. Alors ça, c'est le cœur du conformisme. C'est des émissions qui visent plutôt les milieux bourgeois, plus que les milieux populaires, mais les milieux bourgeois jouent un rôle quand même déterminant, puisque ce sont les milieux dominants et que le conformisme a tendance à s'aligner
sur les milieux dominants. Donc il y a une action répétée. Hein, je veux dire, toutes les émissions de Renaud Le Fan Kim, c'est ça, on en parle assez souvent d'ailleurs. C'est la guerre, et ça tourne en boucle. Et puis, et bien sûr, France 2 aussi, qui est quand même une grande chaîne, et bien ils ont choisi de déprogrammer, là, récemment envoyé spécial et complément d'enquête, pour faire une émission spéciale qui s'appellera La France face à la guerre, présentée par Caroline Roux. Jean-Yves, là, qu'est-ce que ça vous évoque aussi, ces changements de programmation qui tombent dans des circonstances quand même intéressantes? On est dans la préparation, on est dans la propagande à destination de l'opinion. Alors France 2, c'est évidemment un public beaucoup plus large, beaucoup plus populaire que les émissions précédentes dont on a parlé. Et évidemment, la France face à la guerre, c'est un sujet qui va faire de l'audience, quoi. Voilà. Donc ils cumulent la propagande et l'audience. C'est tout bon pour eux. Voilà. C'est certain. Et alors, ce n'est pas bon que pour les médias, c'est aussi bon, vous allez le voir, pour Emmanuel Macron, qui se retrouve en hausse sur les sondages de 7 points. Il a gagné 7 points, là, en quelques temps, en incarnant le chef de guerre qu'il rêve d'être. Alors, il avait déjà gagné des points quand il avait été chef de guerre, on sait avec quel résultat, contre le Covid. Ce personnage adore, vous vous souvenez, au moment du Covid, c'est « nous sommes en guerre ». Alors là, on était en guerre contre le virus. Là, on est maintenant quasiment en guerre contre Poutine. Mais ça lui permet, de se mettre en avant, ça flatte son ego, et ça lui permet de remonter dans les sondages. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'effet drapeau, qui avait déjà joué d'ailleurs au moment de la présidentielle de 2022. Donc il joue là-dessus en permanence. Hein. Il a joué là-dessus en 2021, au moment 2020, au moment du Covid, en 2022, au moment de l'élection présidentielle, et à nouveau maintenant. Voilà. Mais ça marche, ça marche. Les spectateurs, parce que vous ne partagez pas assez l'émission d'Immédiat pour remettre l'esprit des gens d'équerre et leur faire comprendre les intérêts de tout un chacun. Simplement développer l'esprit critique. Développer l'esprit critique. Place maintenant au passif de l'information. Direction France Télévisions, où l'on apprend, grâce à La Lettre, que 1000 salariés de France Télévisions bénéficiaient, parce que cela va sans doute s'arrêter, de 4 000 € de frais professionnels mensuels, dont 1 000 € de retrait en liquide, donc en absence de transparence totale, et beaucoup de, semble-t-il, d'abus ont eu lieu à des fins personnelles. Or, qui aurait pu s'en douter? C'est incroyable. Alors, Valeur a repris l'information en parlant de dérive des notes de frais chez France Télévisions. France Télévisions, Jean-Yves, il faut rappeler quand même que c'est le service public, que le service public, c'est financé par les impôts. Alors, notez quand même 1 000 € par semaine pour 1000 personnes, c'est-à-dire 10% de l'effectif. 10% de l'effectif. Or, dans l'effectif total, vous avez un certain nombre de gens qui font quand même du secrétariat ou des métiers un peu plus de soutien. Donc ça veut dire que une bonne partie des gens que vous voyez quand vous regardez France Télévisions, ils ont leurs 1 000 € en cash par semaine, peut-être pour des frais professionnels, peut-être pour autre chose. Ils ont les moyens de donner des leçons à la terre entière. Voilà. Et on voit très bien que derrière le politiquement correct, il y a toujours des intérêts matériels sonnants et trébuchants. Et il est évident qu'à partir du moment où ils sont ainsi payés, ils ne vont pas dévier parce qu'ils sont tenus financièrement. C'est le gage de leur loyauté au politiquement correct.
En tout cas, cette information tombe mal pour deux raisons. Parce que déjà, France Télévisions est en difficulté financière et aussi parce que c'est bientôt la fin du mandat de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Delphine Ernotte, dont on apprend par Libération, pardonnez-moi, qu'elle devrait peut-être se représenter à sa propre succession. Mais sinon, voici les candidats officiels qui sont en lice, qui nous sont donnés par l'Observatoire du journalisme. Il y aurait une ancienne députée d'En Marche, Frédérique Dumas, Thierry Tullier, Bruno Patinaud, Céline Pigalle, Serge Siminot. Il y a déjà du monde qui voudrait rejoindre cette belle institution qui finance bien. Et il y en a deux qui se sont déjà illustrés dans le passé en visant à limiter ou éliminer Zemmour de iTélé. Ça remonte à une dizaine d'années, c'est le cas de Céline Pigalle, c'est le cas de Tuillier. Donc on sait déjà que ce sont des gens qui vont être bien dans le politiquement correct. Alors il faut dire que France Télévisions, c'est assez habile parce que c'est tout le spectre du progressisme, depuis l'extrême centre macroniste, le progressisme de l'extrême centre macroniste, jusqu'au progressisme de LFI. Voilà. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts, à condition bien sûr d'être sur une vision immigrationniste, LGBT, voilà, et bien sûr dans l'esprit de Soros, on va dire. Voilà, là ça marche. Le 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme. Je vous propose de commencer peut-être avec Nous Toutes, qui est l'une des plus grandes associations féministes de France, qui s'est complètement wokisée parce que cette année, pour préparer le 8 mars, ils ont dit qu'il ne fallait pas utiliser le terme de femme, qui est trop essentialisant. C'est quand même pas inintéressant. Toujours est-il que lors de la marche et de la manifestation du 8 mars, Némésis a pu défiler. Elle a pu défiler face à l'extrême gauche. Ça a vraiment été un face-à-face parce que Alice Cordier s'est retrouvée tout au long de son chemin face à des messages de haine, voire même des appels à dissoudre à l'acide le collectif Némésis, qui ont été d'ailleurs relayés par Rima Hassan. On a une belle sororité de la part de ces féministes, Jean-Yves. Et puis pour finir sur cette journée du 8 mars, ça va sans doute vous amuser, le gouvernement qui a une page YouTube a sorti une vidéo qui s'intitule de la façon suivante: qui sera le dernier survivant? 3 hommes testent leurs connaissances sous simulateur de règles. Quel était le concept de l'émission présentée par une femme? C'était de mettre des hommes avec des petits électrodes qui envoient des petits chocs pour simuler donc les règles d'une femme et leur poser des questions sur le cycle féminin. Je trouve ça un peu marrant. Enfin, si jamais je fais ma féministe de base, c'est la torture. Oui. C'est la torture. Oui, c'est introduire des électrodes qui sont susceptibles de faire mal. Mais ce qui est amusant, c'est que pour la journée de la femme, on fait parler des hommes. Oui, c'est vrai. Si jamais je veux faire la féministe, il faut les soumettre. Il faut les soumettre. En les soumettant, malgré tout. Voilà, il y a quand même eu un peu l'humiliation. 2100 vues pour cette magnifique vidéo. On peut dire que c'est quand même pas franchement un succès, mais ça a dû sans doute coûter quelques rondes de communication. Oui, ça n'a pas perdu pour tout le monde. Ce ne sera pas perdu pour tout le monde. Vous avez peut-être un commentaire à faire sur cette journée écoutez, sur cette journée de la femme je serais tenté de faire le commentaire sur les Némésis, qui une fois de plus ont été très courageuses. Elles ont été d'ailleurs rejointes ce jour-là, je crois, par Sarah Knafo, ce qui était aussi courageux de sa part. Et elle pose quand même le vrai problème des femmes agressées, notamment dans les transports ou dans la rue. Agressées par qui? Eh bien, par des gens venus d'ailleurs. C'est ce qu'occultent totalement les féministes. Les féministes de Nous Toutes disent on est politique, on est antiraciste et antifasciste. Sauf que le problème concret des agressions est assez largement lié à la question de l'immigration, et c'est le mérite de Némésis de le dire et d'être soutenu par un nombre de jeunes femmes de plus en plus grand, parce que c'est une réalité qu'on ne peut pas occulter. Finalement, la bonne agression, c'est celle où on ne révèle pas le profil de son agresseur, qui est pourtant parfois bien utile pour retrouver justement
le dit agresseur. Et la mauvaise agression, eh bien, c'est celle où, par exemple, cette jeune femme, Claire, qui s'est fait agresser, qui a dénoncé tout de suite les faits en mentionnant le profil de l'agresseur qui n'a pas du tout été soutenu par les féministes. C'est bien sûr scandaleux. Une fresque Black Lives Matter aux États-Unis, à Washington, va être effacée. Je vous propose de regarder une petite vidéo pour voir exactement les premières images de comment est-ce qu'on compte effacer cette fresque. Jean-Yves, toute la presse parle de cette information. On nous dit que la fresque Black Lives Matter va être détruite sous la pression des républicains. Alors Washington, je rappelle que c'est quand même une ville qui est historiquement démocrate. Tout le monde nous rappelle que c'est parce que cette fresque est à proximité de la Maison Blanche qu'elle va être détruite. Semblerait-il qu'il y a des pressions du Congrès, effectivement, sur la ville de Washington pour changer cette rue. Après tout, voilà, l'urbanisme, c'est quand même pas réservé à la fresque Black Lives Matter. Cette place, elle va sans doute être renommée en Liberty Plaza. Auparavant, c'était la Black Lives Matter Plaza, qui avait coûté d'ailleurs 4 millions de dollars au passage, avec les travaux de piétonisation. C'est un peu étonnant quand même. C'est de la peinture, hein, cette fresque. Et pourtant, sur les images, on voit qu'ils y vont au marteau-piqueur et pas particulièrement sur apparemment, c'est sur une route. C'est sur une route. Oui, c'est sur une route entière. Et donc, ils vont tout refaire. Ce qui est sur une route, c'est une propagande particulièrement forte. Hein, c'est comme quand vous avez des passages cloutés aux couleurs LGBT. C'est une agression de propagande. C'est une agression de propagande, et au fond, on peut comprendre que le gouvernement américain ait envie d'arrêter cette agression de propagande. Par contre, alors les médias français sont extrêmement inquiets, puisque ils en parlent absolument partout, mais il faut dire que l'opération Black Lives Matter a été la plus grande opération de propagande mondiale au cours des 10 dernières années, une des plus grandes opérations de propagande mondiale au cours des 10 dernières années. Les élections et les ingérences, ça commence chez les autres et puis ça finit par arriver chez nous. Vous vous souvenez, on vous avait parlé de Călin Georgescu, le candidat à la présidentielle roumaine qui avait remporté le premier tour des élections, qui avait ensuite été annulé et puis qui a voulu se représenter pour les nouvelles élections qui vont malgré tout être organisées en Roumanie. Et cette fois-ci, définitivement, il a été exclu de la présidentielle après le rejet de son appel par la Cour constitutionnelle de son pays. Ce qui est intéressant, c'est la position des médias français qui reviennent là-dessus. Alors, ils disent tous non, c'est pas du tout Bruxelles qui est à l'origine de cette décision, pardonnez-moi. Dans TF1, on a Le Parisien qui revient sur l'armée de bots, les kilos d'or et de manipulation, l'ingérence dans la présidentielle roumaine, une déflagration qui met l'Europe en alerte, nous dit-on. Peut-être qu'on peut faire maintenant un parallèle avec la situation française. Nos élections, après tout, approchent, Jean-Yves. Et cet article de France Info m'a particulièrement intéressée. Présidentielle 2027, le risque de perturbation du scrutin par des ingérences russes. Et là, on prépare ce même coup. On prépare. Alors, c'est assez facile de parler d'ingérence russe, parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens qui pensent un peu différemment du système, ils sont très souvent critiques de l'immigration, critiques du délire climatique, critiques du délire covidiste, et souvent aussi critiques du délire belliciste. Donc on dit, c'est les Russes qui sont derrière. Mais non, c'est des gens qui sont pas en accord avec la doxa générale. Mais on peut dire, ingérence russe, donc on arrête l'élection, on bloque l'élection. Et sans attendre cela, vous avez la question qui va se poser le 30 mars, de savoir si Marine Le Pen est déclarée ou non
par le tribunal correctionnel de Paris inéligible, ce qui est une ingérence évidemment dans l'élection présidentielle par élection d'une candidate évidemment importante. Et on voit la préparation du terrain par les médias, les médias et les juges. Le Monde fait un grand article, État de droit, l'alerte des hauts magistrats. Alors je vous rassure, sur les hauts magistrats en question, qui sont effectivement des hauts magistrats, 3 sont totalement socialistes, donc voilà, c'est l'indépendance. Mais l'idée, c'est, vous n'avez pas le droit de critiquer la décision des magistrats, et si les magistrats décidaient de déclarer Marine Le Pen inéligible, ce serait une décision incontestable. Dans le même temps, les médias de service public prévoient une grande émission de critique du Rassemblement national. Avec donc on voit très bien, avec d'Élise cache Musset, investigation, donc on voit très bien la manœuvre pour justifier la condamnation possible, sinon probable, de Marine Le Pen à l'inéligibilité, qui est évidemment une atteinte aux droits des électeurs. La tour Eiffel voilée, c'est une idée originale pour le moins par la marque Merachi, Jean-Yves, qui est une marque de mode modeste, nous dit-on. Le descriptif exact de cette marque, c'est « We create a universe for all women with designs that represent modesty, confidence and unity ». Donc ça veut dire « Nous créons un univers pour toutes les femmes qui représentent donc la modestie, la confiance en soi et l'unité ». L'unité, c'est donc de voiler la tour Eiffel. Les commentaires sur cette vidéo Et la modestie, c'est d'être voilé. Et la modestie, c'est d'être voilé. Et les commentaires sur cette vidéo sont tous unanimes. Tous les utilisateurs de cette marque sont follement amusés de voir cette image. Aujourd'hui, la Tour Eiffel en vidéo par IA, demain les Françaises. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus. Enfin, je ne sais pas si c'est que des Françaises, mais il y a de plus en plus de femmes voilées. Tous les ans, on en voit davantage. Et tous les ans, on voit des femmes, je dirais, de plus en plus voilées. Parce qu'on voit aussi des sacs complets, quoi. Voilà. 2 catégories de femmes, celle qui est à rame, celle qui ne l'est pas. L'avenir est radieux. Un petit coup de climat, on arrive presque à la fin de ces pastilles, Jean-Yves. Le magazine Science et Avenir titre sur la fin du Gulf Stream, l'hiver polaire en Europe. Alors, je ne comprends plus, Jean-Yves. Expliquez-moi. Tout le monde nous parle de réchauffement climatique et Science et Avenir, qui est quand même pas un magazine anodin, qui est grand public, nous dit que maintenant ce sera le froid polaire. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a une hypothèse selon laquelle le réchauffement modifierait le circuit du Gulf Stream, et c'est le Gulf Stream qui réchauffe les côtes européennes, sinon il ferait beaucoup plus froid. Et donc on nous dit le réchauffement climatique va déplacer le Gulf Stream, donc il va faire très froid. Alors ce qui est assez piquant, si l'on peut dire, comme le froid, c'est que le magazine sort au moment où la ministre Pannier-Runacher lance un grand plan d'adaptation au réchauffement climatique. Donc, l'essentiel, vous savez, c'est de faire peur, c'est de manipuler l'opinion. On est en plein dans ça. Et puis, on n'aura même plus de quoi se chauffer avec les restrictions sur les radiateurs dans les domiciles privés. Il faut rappeler aussi qu'on nous serine que la banquise pourrait avoir totalement fondu depuis 2016. Oui. Voilà. Bon, on n'y est pas. Un petit coup de chapeau pour finir, un petit coup de chapeau à France Télévisions, parce qu'ils ont décidé de pousser leurs spectateurs à la lecture. Et c'est suffisamment unique pour être souligné. Je vous propose de regarder la vidéo.
Ouvrez un nouveau chapitre de votre vie. Devenez lecteur. Alors Jean-Yves, c'était encore pour une journée internationale de la lecture. Il y a toujours des journées, mais là, bon, c'est plutôt sympathique. C'est pas mal. Il y a la gagnante de la Star Academy, il y a Kylian Mbappé, il y a des acteurs célèbres et en vue du moment, il y a des chanteurs, il y a beaucoup de personnalités. C'est sympathique. Ouais, c'est sympathique. Un petit coup de chapeau, c'est suffisamment rare. Un petit coup de chapeau à France Télévisions, vous nous le pardonnerez, mais si on blâme, il faut aussi parfois complimenter. Ouvrir un livre, de toute façon, c'est toujours aussi un peu s'ouvrir l'esprit. Donc c'est toujours une bonne chose à avoir en tête. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On ne se quitte pas sans le portrait piquant et puis sans le rappel du pouce en l'air, du commentaire que je lis, auquel je réponds le plus possible, du moins. Pardonnez-moi à ceux à qui je ne réponds pas, je fais de mon maximum. Le portrait piquant, Jean-Yves, c'est Salomé Saké, une jeune journaliste de gauche, qui bosse pour Blast, le média. Enfin, je laisse Claude expliquer tout ça. Vous voyez que c'est bien de préciser de gauche, parce qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas eu besoin de dire jeune journaliste de gauche, c'est un pléonasme. Or aujourd'hui, il y a des jeunes journalistes de gauche, oui, mais il y a aussi des jeunes journalistes de droite. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. On vous laisse avec le portrait piquant. À très vite sur TVL, et puis d'ici là, portez-vous bien. Un peu d'écologie avec la jeune Salomé Saké, chroniqueuse sur Arte et sur le plateau de C'est Politique, sans oublier le média de LFI, qu'elle quittera fâchée, et Blast de Denis Robert, qui suit le même modèle progressiste. Fille d'enseignant, elle est l'incarnation des aspirations d'une certaine jeunesse urbaine éprise de justice climatique, et dont la culture politique est aisément résumable dans un statut Instagram ou dans une vidéo brute montée à la serpe. Plutôt formée pour la presse écrite, elle doit sa notoriété à une présence télévisuelle où elle admoneste des boomers ne prenant pas assez au sérieux le dérèglement climatique. Un pied dans le service public et l'autre dans les médias indépendants, d'extrême gauche, cela s'entend, elle se décrit volontiers comme journaliste économique, une matière qu'elle n'a jamais étudiée. Salomé Saké est née en 1995 à Lagny-sur-Marne, mais ses parents s'installent après sa naissance dans l'Ardèche. Elle intègre la prépa littéraire du lycée Édouard Herriot de Lyon et prend ses cours de théâtre au même conservatoire de la ville. En 2017, elle pose sa tente à l'université Complutense de Madrid en géopolitique et en journalisme. Elle débarque à Paris en 2018 pour étudier la géopolitique et le droit et poursuivra ensuite un master de journalisme. Elle effectue un stage à France 24 en 2018, y est embauchée et apparaît à l'écran en juin 2019. Se sentant bridée sur un média de service public, Salomé Saké se consacre sur son temps libre à des sujets pour Le Vent se lève, où elle fonde le pôle vidéo. Sa notoriété dépasse l'extrême gauche lorsqu'elle va sur le terrain couvrir les exactions policières lors de l'épisode des Gilets jaunes. Elle est repérée par Denis Robert, ancien journaliste de Libération, qui lui propose de travailler avec le média. Le média, c'est le vaisseau amiral médiatique de LFI. Suite à des différends, elle est licenciée. Et Denis Robert, qui a quitté lui aussi le média, lui propose de la rejoindre dans l'aventure Blast au début de l'année 2021. Salomé Saké y est responsable du pôle économie. En parallèle, ses incursions sur le service public se font plus régulières à compter de 2021. Chroniqueuse sur Ça vous regarde jusqu'à l'été 2022, elle a son rond de serviette sur Arte et sur le plateau de C'est Politique, animé par Karim Rissouli tous les dimanches. En dehors de la télévision, on l'entend sur le service public de la radio, la trilogie France Inter, France Info, France Culture. Selon un article paru dans Stratégie, elle est décrite comme proche du mouvement Podemos. La faculté de sciences politiques de l'université Complutense de Madrid, où elle effectue son année d'échange universitaire, est le berceau du mouvement d'extrême gauche Podemos, qui se coalise en 2014 autour d'universitaires, dont le secrétaire général, Pablo Iglesias,
qui enseignait alors les sciences politiques. Podemos est passé de 69 députés en 2015 à 5 députés en 2024. La formation espagnole est créditée de moins de 3% des intentions de vote dans les sondages. Un effet de mode qui brille sur le moment, mais qui manque de fond. Un peu comme Salomé Saké.